sur DigiSchool, je suis Camille, votre prof de lettres. Aujourd'hui, nous faisons ensemble le résumé du chapitre 8, partie 1 de Madame Bovary. Alors, que se passe-t-il dans ce chapitre 8? Eh bien, beaucoup de choses comparées aux autres chapitres. Il y a même tout un concentré d'événements qui le rend assez difficile à résumer. Charles et Emma sont invités par les marquis au château de la Vaubyessard, c'est-à-dire qu'ils sont invités pour une soirée qui se passe dans un milieu social bien plus élevé que le milieu social auquel ils appartiennent normalement. Et c'est de ce milieu social qu'Emma rêve tout le temps lorsqu'elle lit ses livres sur l'aristocratie, sur les passions amoureuses. Donc Emma est fort impressionnée par cette arrivée au château. Donc ils arrivent le soir, donc, le manoir lui fait une grande impression, tout le luxe en main lui fait une grande impression. Il y a ensuite un dîner. On note qu'aucun dialogue n'est reproduit dans le roman, ce qui est une manière de montrer la distance qui existe entre Emma Charles d'un côté et le reste des gens qui sont là au château. L'impression d'Emma, la forte impression que ressent Emma face à ce milieu aristocrate est matérialisée dans une anecdote, c'est l'anecdote du vieillard que vous trouvez à la page 101. Il y a un vieillard qui est vraiment qui est l'objet d'une description assez négative. Regardez-le, donc page 101, courbé sur son assiette remplie, et la serviette nouée dans le dos comme un enfant. Un vieillard mangeait, laissant tomber de sa bouche des gouttes de sauce. Donc vous imaginez assez bien le tableau de la personne qui a de la nourriture plein sur le menton. Malgré cela, Emma l'admire réellement, car c'est quelqu'un de sang royal. Donc on a un portrait vraiment contrasté, d'une part entre le vieillard dont le menton est en train de dégoûter de sauce, puis ensuite le développement. C'était le beau-père du marquis, le vieux duc de la Verdière, l'ancien favori du comte d'Artois, dans les temps des parties de chasse au Vaudreuil, chez le marquis de Conflans, qui avait été, disait-on, l'amant de la reine Marie-Antoinette, entre messieurs de Cogny et de Lauzun. On a une véritable accumulation de titres de noblesse, de noms, de famille, qui explique l'admiration d'Emma pour cette personne. Donc on voit que Emma est complètement ébobie face à un tableau qui n'est pas forcément si ragoûtant que cela. Après le dîner, Emma et Charles retournent dans leur chambre dans laquelle ils vont passer la nuit, donc plus tard, pour s'habiller. C'est l'occasion d'un dialogue entre les deux époux. Charles se vêt et il fait mention de la danse qui va venir, et Emma lui interdit formellement de danser car elle ne veut pas avoir honte. Donc c'est en bas de la page 101. Danser, oui, mais tu as perdu la tête, on se moquerait de toi, reste à ta place. Emma s'habille, elle, avec soin. Elle, par contre, veut bien danser. Elle a juste honte de son mari, vraiment. Elle s'habille avec soin et avec artifice. Donc, elle se prépare devant le miroir pendant que Charles l'attend. Elle met dans ses cheveux une fausse rose avec de la fausse eau au-dessus. Elle est dans le soin le plus extrême. On sent qu'elle a tout à fait conscience d'être en train de vivre un moment clé de sa vie. D'ailleurs, on le voit dans sa description physique. On l'avait déjà mentionné dans une de nos vidéos précédentes. Les yeux d'Emma changent de couleur selon le moment qu'elle est en train de vivre. Ici, si vous regardez son portrait en haut de la page 102, ses yeux noirs semblaient plus noirs. Ses bandeaux, c'est-à-dire ses cheveux, doucement bombés vers les oreilles, luisaient d'un éclat bleu. Donc des yeux encore plus noirs, qui expriment un peu le côté décidé, le côté en colère, le côté concentré d'Emma, et les cheveux bleus, peut-être pour montrer l'artifice un peu de sa position. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, les deux époux descendent à nouveau dans la salle de bal, ça va être le moment de la danse. Ils se séparent totalement, aucun dialogue n'est reproduit, ni avec leurs hôtes, ni entre eux. Emma regarde les gens valser et elle rêve effectivement de valser également, avec tout ce que ça implique, le côté romantique, le côté aristocrate, mais elle ne sait pas, c'est au bas de la page 105. Emma ne savait pas valser, tout le monde valsait. Ici, vous remarquez une figure assez classique chez Flaubert, un parallélisme de construction. On a un sujet d'un côté, Emma, un autre sujet, tout le monde, donc ici, plus de mots, une certaine gradation. Et enfin, le reste de la phrase qui est en contradiction. Donc l'auteur construit ces deux phrases en contradiction pour montrer bien qu'Emma est l'exception. Elle ne sait pas valser, elle aimerait tellement pourtant faire partie de cette foule de valseurs, mais elle ne peut pas. Jusqu'à ce qu'elle soit invitée par un personnage assez particulier, c'est le vicomte. Je vous renvoie au bas de la page 105. Cependant, un des valseurs, qu'on appelait familièrement vicomte, et dont le gilet très ouvert semblait moulé sur la poitrine, vint une seconde fois encore inviter Madame Bovary, l'assurant qu'il la guiderait et qu'elle s'en tirerait bien.
Donc Emma se laisse convaincre de danser avec le vicomte. Le vicomte, un personnage très admiré dans cette société. Le terme même de vicomte et le fait qu'on ne sache pas son nom, eh bien, ça nous renvoie à un roman dont on a déjà parlé, c'est le roman épistolaire Les Liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos, dans lequel le vicomte de Valmont, également très séducteur, est probablement admiré par les lectrices du fait de son revirement à la fin du texte. Ici, donc, le vicomte fait penser à Valmont, non seulement parce qu'il vient inviter Emma et qu'il la fait rêver, mais également avec sa mode, le fait qu'il soit habillé avec un gilet très ouvert qui semble moulé sur la poitrine. Bref, Emma est en train de rêver, elle danse avec le vicomte, elle valse, elle vit vraiment le moment de sa vie. Le lendemain, ce sera le jour du retour à la réalité, où ils se réveillent, ils déjeunent tous ensemble, leurs hôtes vont visiter les serres avec eux, puis ils rentrent à Tostes, c'est-à-dire retour à la vie normale réellement. À un moment, leur voiture, qui n'est pas de très bonne qualité, se casse, donc Charles doit descendre, et qu'est-ce qu'il découvre? Un porte-cigare. Et tout de suite, Emma a l'imagination qui s'enflamme, elle imagine que ce porte-cigare est peut-être celui du vicomte, et elle va le chérir réellement, elle va le mettre de côté. Lorsqu'il rentre à Tostes, Nastasie, la domestique, n'a pas encore préparé le dîner. Enfin, le dîner est presque prêt, mais pas encore. Et Emma, dans un élan, la renvoie. C'est parce qu'elle veut faire preuve d'autorité face à Nastasie. On sent que vraiment, elle aimerait être sur le même plan que ces personnes qui viennent de l'inviter au château, mais elle ne l'est pas. La seule preuve d'autorité qu'elle peut vraiment faire, c'est renvoyer Nastasie. Ce qui donne lieu à une scène absolument pitoyable, c'est en haut de la page 109. Cela fait plaisir de se retrouver chez soi, donc, dit Charles. On entendait Nastasie qui pleurait. Regardez le contraste entre les deux phrases sur lequel le romancier joue habilement. Ce qu'on voit ensuite aussi, c'est un contraste entre Charles et le vicomte qui est matérialisé par les cigares, toujours. Charles, qui est très heureux comme un pape d'avoir trouvé ces deux cigares-là, se met à les fumer, mais il ne sait pas fumer réellement, il recrache la fumée tout de suite. Emma le méprise encore plus dans ce simulacre de fumer des cigares. Donc on voit vraiment cette journée à la Vaubyessard est fondamentale pour Emma parce que elle définit son idéal de vie sur ce moment qu'elle a vécu. Donc après, le retour à la réalité va être dévastateur pour elle. On va voir qu'elle va sombrer dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter la vidéo d'analyse du chapitre 8 et à très bientôt sur DigiSchool.